Et donc ça, c'était un moment très fort, y compris pour les volontaires qui vivent ça pourtant depuis, pour certains, 2-3 mois, et qui ont toujours relativement submergé par l'émotion en voyant ces familles à la garde et qui passaient un peu les premiers moments d'hésitation comprennent que oui, cette fois-ci, les gens qui sont là sont des gens qui leur veulent du bien. With a powerful barrier, El Paso is one of the safest cities. A city that has been one of the safest in the United States of America for 20 years and counting. Gilles Biassette est journaliste au service Monde du quotidien La Croix. Il sillonne le continent américain depuis de nombreuses années. Au printemps 2019, il est dans la ville d'El Paso, sur la frontière des États-Unis et du Mexique. Là où certains tentent de bâtir des murs, il plonge dans le quotidien de ces deux zones interdépendantes. Dans ce podcast, un journaliste de La Croix raconte les coulisses d'un reportage, d'un article ou d'une photo, ce qui s'est passé avant, comment il l'a vécu et comment l'histoire se poursuit. L'envers du récit, saison 2, épisode 2. El Paso, à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Je m'appelle Gilles Biassette, je travaille à La Croix depuis une vingtaine d'années maintenant et depuis 15 ans, je suis en charge du continent américain. Donc pour le continent américain, je m'occupe des sujets politiques en priorité, de tout ce qui va autour, les enjeux de société en général, dans une zone plutôt vaste puisqu'elle va de l'Alaska à la Terre de Feu. Donc je m'occupe du continent américain, mais j'ose pas vraiment dire que je suis spécialiste du continent américain compte tenu de la dimension de la zone et des différences entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est de ce que moi j'appelle une journée parfaite que j'ai vécue lors de mon dernier reportage en avril aux États-Unis. Qu'est-ce qu'une journée parfaite pour un journaliste en reportage ? J'imagine que chacun a sa propre définition. Mais ma définition à moi, c'est une journée dans laquelle les rendez-vous s'enchaînent, les rencontres s'enchaînent, avec à chaque fois des surprises, des rencontres émouvantes, des rencontres touchantes, avec des gens dont on se dit quand on les quitte qu'on a envie de les revoir, qu'on voudrait garder le contact. Et si en plus, au cours de cette journée, avec donc son lot de surprises bonnes, on l'espère, si en plus, dans la journée, se glissent des moments de convivialité, on arrive à ce que moi j'appelle une journée parfaite en reportage. Ce dont on se rend pas forcément compte de l'extérieur, c'est quand on est sur le terrain pour des jours en reportage, il y a aussi beaucoup de moments de frustration. Il y a des moments où on attend des réponses, on appelle des interlocuteurs et puis on se rend compte qu'ils veulent pas trop vous parler. On laisse des messages sur les portables, les réponses ne viennent pas. Et quand à contrario, d'un seul coup, tout s'enchaîne un peu comme par miracle, on se retrouve dans des cas assez rares de journées parfaites. Celle que j'ai vécue au Texas en avril, elle s'est déroulée dans le cadre de reportages en prévision de l'élection américaine de novembre 2020, l'élection présidentielle. Est-ce que l'élection est en novembre 2020 ? Mais les primaires entre candidats démocrates commencent début d'année, en février 2020, et donc la campagne déjà a commencé en fait pour un nombre de candidats record puisqu'ils sont déjà 20. Et moi j'avais choisi d'aller dans la ville d'El Paso, donc à la frontière entre le Texas et le Mexique. Puisqu'El Paso, c'est la ville dont est originaire un des candidats dont on parle beaucoup dans le cadre de cette campagne. Il s'appelle Beto O'Rourke, et c'est l'un des espoirs du Parti démocrate. Il a 46 ans et il ambitionne de battre Trump en novembre 2020. Et puis El Paso, c'était aussi intéressant pour moi parce que c'est donc une ville véritablement collée à la frontière mexicaine, donc entre le Texas et la ville de Ciudad Juárez, côté mexicain. Et évidemment, dans le contexte actuel, d'arrivée de migrants centro-américains aux États-Unis, plus de rhétorique, comme tout le monde le sait, plutôt agressive du président américain, avec son projet toujours de construire le fameux mur, la zone était d'autant plus intéressante pour moi. Donc j'avais choisi El Paso un peu pour faire coup double entre le candidat Beto O'Rourke
O'Rourke, qu'on ne connaît pas du tout en France, et donc je voulais essayer de savoir ce qu'il avait fait à El Paso et en quoi le fait qu'il vienne d'El Paso avait un impact sur sa vision de l'Amérique. Et puis aussi, donc, coup double, parce que je voulais voir quelle était la situation à la frontière. Et puis, c'était même presque coup triple, puisque j'ai en tête de faire pour cet été une série d'articles justement sur cette frontière entre le Mexique et les États-Unis, qui est en soi un monde à part. Et donc je voulais aussi, à travers mon reportage à El Paso, parler de cette vie quotidienne à la frontière qui est pour beaucoup de gens, mexicains comme américains, une vie à cheval sur cette frontière. C'est une journée c'est un samedi, et c'est le premier jour de porte-à-porte pour les militants de Beto O'Rourke. Donc il y a beaucoup d'événements qui sont prévus ce samedi à El Paso, mais aussi ailleurs dans le pays. Et je me dis que c'est l'occasion, la bonne opportunité pour rencontrer des sympathisants de Beto O'Rourke. On est encore très en amont dans la campagne, donc des gens qui commencent déjà à faire du porte-à-porte au mois d'avril, sachant que le début de l'élection est en février, le début des primaires. Donc je me dis, c'est des gens vraiment très motivés, et ça peut être intéressant de les rencontrer pour essayer de comprendre pourquoi ils aiment Beto O'Rourke, pourquoi ils aiment ce candidat, et pourquoi ils ont décidé de consacrer un samedi à faire du porte-à-porte. Alors, sur le site, tout est bien organisé. Je peux facilement trouver des différents endroits où se réunissent des sympathisants de O'Rourke, soit dans des cafés, soit chez des particuliers. Et puis, je m'aperçois que le matin, il y a aussi un rendez-vous qui a été annoncé dans un parc d'El Paso. Et donc je me dis, c'est plutôt c'est un bon endroit. Aller chez des particuliers, c'est toujours un peu gênant d'arriver comme ça, de dire qu'on n'est pas là pour faire du porte-à-porte, mais pour poser des questions. Bon. Et donc je me dis, je vais aller voir ce qui se passe dans ce parc. Et effectivement, j'arrive, on est samedi matin, j'arrive, et puis un petit parc dans un coin assez bourgeois de la ville, et puis effectivement je vois une dizaine de personnes qui sont réunies, et ce qui me paraît déjà pas mal pour un événement comme ça, si très en amont dans la campagne. Donc je vois le petit groupe qui discute, j'hésite un peu à intervenir, j'attends de voir avec qui je pourrais parler plutôt que d'arriver au milieu interrompre le début de réunion. Et puis je vois un des participants qui se met un peu à l'écart, qui regarde son téléphone, donc je commence à lui parler, et puis je lui demande pourquoi il est fan de Beto O'Rourke, de ce candidat dont on sait finalement assez peu de choses. Et puis le type est très sympa, on discute, et puis il me raconte qu'il vient de la région de Chicago, d'une famille très très républicaine, et que lui, en arrivant à El Paso il y a une dizaine d'années, a complètement changé sa vision des choses vis-à-vis de la frontière, du Mexique, des Mexicains. Et puis en discutant comme ça, je lui dis, je comprends que vous ayez changé de point de vue, mais qu'est-ce qui vous motive tout de même comme ça à vous impliquer à passer un samedi, il faisait beau, faire du porte-à-porte. Et puis là, il me dit ça fait peu de temps qu'il fréquente la sœur du candidat Beto O'Rourke. Alors évidemment, j'étais assez interloqué. Et puis il me dit, oui, elle est là, la jeune fille qui organise le réunion, c'est la sœur du candidat. Ah, d'accord. Donc j'étais évidemment, c'était une bonne pioche par rapport aux autres rendez-vous de la journée. Et puis il me dit, mais la personne à côté, c'est la mère de Beto O'Rourke. Alors là, évidemment, c'était le jackpot. Et puis très sympa, type très sympa qui me propose de me présenter la mère et la sœur du candidat. Évidemment, tout ça, c'était pas du tout prévu. J'avais pas. Et comme on est très en amont de la campagne, l'accueil est très sympathique. On est de France, ça les étonne toujours qu'un journaliste français aille s'égarer quelque part en Amérique, qu'il soit pas à New York ou Los Angeles ou San Francisco. Donc ils étaient très contents, et encore une fois, comme c'est le début de la campagne, tout ça est c'est spontané. En fin d'année, voir un journaliste français débarquer, ça les intéressera plus du tout, ils pourront pas parler, il faudra soit de la responsable de la communication à Washington. Là, j'ai eu la chance de rencontrer la famille, mais c'est pas une campagne familiale. Beto O'Rourke a déjà levé 10 millions de dollars, donc c'est une vraie entreprise, une vraie campagne sérieuse, mais avec ce démarrage qui est très informel et qui était une opportunité unique, pour toucher de près comme ça le début d'une campagne, et puis la famille, les souvenirs de la sœur, donc il me racontait que le frère
Quand il était à l'école, c'était pas du tout le gamin populaire, c'était un type plutôt renfermé, qui était devant son ordinateur, qui faisait plein de trucs qu'elle comprenait pas avec son ordinateur pour parler avec des gens un peu partout sur la planète. C'était plutôt le geek qui est le conseiller de classe et qu'elle était elle-même très étonnée de le voir maintenant aussi à l'aise quand il parlait à la foule. Et la même chose pour la mère qui était elle, qui a fait carrière elle dans le commerce et dont on voyait qu'elle n'était pas encore tout à fait rompue à l'art de la campagne électorale et qui avait du mal à trouver les bonnes portes où frapper. Donc c'était assez étonnant. C'était la première surprise de cette journée parfaite d'être dans un cercle assez fermé. Et puis comme moi je vais suivre la campagne, bon évidemment j'ai cherché à garder le contact et Charlotte qui est la sœur du candidat donc m'a gentiment laissé son numéro portable. Donc je me considère comme à 2 doigts d'être invité à la Maison Blanche. Après avoir fait donc ce porte-à-porte avec la famille, après que la famille m'ait gentiment accompagné jusqu'à ma voiture, j'enchaînais sur un deuxième rendez-vous qui était pour le coup lié à cette problématique de vie à la frontière, de ce que ça signifiait que de vivre à El Paso, dans une ville véritablement intégrée avec la ville jumelle mexicaine. Et donc j'enchaîne avec un deuxième rendez-vous où là, dans un café, j'avais prévu de rencontrer un couple qui, depuis, où j'ai découvert en faisant l'interview, que ce couple, et notamment Salvador, un Mexicain américain d'une trentaine d'années, 35, ça faisait près de 20 ans que tous les jours, il traversait la frontière. 2 fois évidemment pour rentrer. Et d'abord il traversait la frontière quand il vivait, ses 2 parents sont mexicains, il vivait à Ciudad Juárez et il étudiait à la fac à El Paso. Donc tous les jours il allait à la fac et tous les jours il rentrait à Ciudad Juárez. Et puis une fois qu'il a terminé ses études, il est devenu américain et maintenant il vit à El Paso, mais il travaille à Ciudad Juárez où il travaille pour une entreprise américaine qui a des usines à Ciudad Juárez. Et donc tous les jours il traverse mais dans l'autre sens cette fois-ci. Et donc c'était pour moi véritablement l'exemple parfait de ce que je voulais raconter, de cette vie qu'on mène, que beaucoup de gens des 2 côtés de la frontière vivent véritablement à cheval sur cette zone qui n'est pas une zone coupée par une frontière, mais où la frontière fait plutôt, à mes yeux, figure de membrane qui permet aux 2 côtés d'exister. Donc c'est un cas unique. Et donc je demande à Salvador, je lui pose des questions aussi sur la vie quotidienne, sur sa famille, sur son travail évidemment, mais aussi sur ses enfants, sur les loisirs. Et puis on en arrive, alors là aussi c'était pas prévu, on en arrive à parler de foot. Alors bon, il se trouve que moi j'aime le foot. Et on parle là de foot, le foot de chez nous, pas le foot américain. Et Salvador me raconte que depuis peu de temps, à El Paso, il y a une équipe de foot européen. C'est la première fois, il n'y a jamais eu avant à El Paso. Et que cette équipe, elle a la particularité de jouer sur un terrain de baseball. Parce que comme le foot, c'est quelque chose de nouveau à El Paso, il n'y a pas de terrain pour jouer au foot. Il y a une équipe, mais il n'y a pas de terrain, donc ils jouent au foot sur un terrain de baseball. Et quand Salvador me raconte ça, je me dis, c'est exactement là aussi, c'est l'exemple que je cherche, un des exemples que je cherche, en tout cas, pour montrer comment la culture américaine, dans cette zone frontalière, est fortement influencée par la partie mexicaine. C'est pas sellement les Mexicains qui rêvent d'aller travailler aux États-Unis. C'est une zone beaucoup plus complexe, avec des mélanges des influences qui vont dans les 2 sens. Et là, je me suis dit, ce terrain de baseball transformé en terrain de foot était l'illustration concrète, visuelle, physique de cette influence mexicaine au Texas, qui n'est pas non plus l'État le plus progressiste des États-Unis. Et Salvador me dit en plus, si tu veux, il y a un match ce soir à El Paso, un match de cette équipe américaine qui est composée de joueurs essentiellement étrangers. Et donc je me dis, c'est parfait, donc rendez-vous est pris. Rendez-vous est pris pour moi. Lui, Salvador pouvait pas y aller, mais je prends une place pour les matchs de foot du soir. J'enchaîne sur le 3e rendez-vous prévu dans la journée. Et là, à vrai dire, c'est un rendez-vous qui m'inquiète un peu. C'est un rendez-vous avec l'ONG, la seule ONG qui se trouve être catholique, qui, à El Paso, s'occupe de ces migrants qui arrivent désormais en masse à la frontière,
mais qui viennent depuis des années. Donc l'ONG a été fondée dans les années 70 pour aider les migrants, mais c'est une ONG qui est complètement débordée par le phénomène récent d'arrivée de migrants centra-américains qui viennent chercher l'asile, qui demandent l'asile aux États-Unis et qui arrivent par centaines tous les jours. Donc c'est hors de proportion par rapport à ce que c'est faire au moyen de cette ONG, qui est encore une fois la seule à accueillir, à loger les migrants. Et je suis inquiet parce que j'ai essayé de prendre rendez-vous ces derniers jours. Je voyais bien le directeur m'a répondu en me disant qu'il n'avait pas le temps. Et puis finalement, une stagiaire, une volontaire m'a répondu la veille. Mais je me dis, bon, j'ai peur que le rendez-vous soit vite expédié, que ça, à faute de temps, et ce que je comprenais pour cette ONG qui est débordée comme beaucoup d'associations le long de la frontière côté américain. Donc je me rends au rendez-vous un peu inquiet. Et il se rend compte à Lisa, cette volontaire, et en fait, on commence à discuter dans le foyer même de l'association, et puis à un moment son téléphone sonne, enfin son portable vibre, et elle me dit que c'est un message de son directeur qui lui dit qu'aujourd'hui vont arriver 850 demandeurs d'asile, ce ne sont pas des réfugiés, ce sont des demandeurs d'asile qui vont être acheminés dans la journée par les services de l'immigration. Parce que ce qui se passe, c'est quand c'est essentiellement des personnes originaires d'Amérique centrale, quand elles arrivent à la frontière, qu'elles ne cherchent pas à traverser de manière illégale, au contraire, elles demandent à voir les services, les personnes des services de l'immigration pour déposer une demande d'asile, une demande officielle d'asile. Et quand elles arrivent, donc elles sont prises en charge par les services de l'immigration américains. Et ce qui est prise en charge, ça signifie être détenu pendant, en général, une semaine, dans des conditions évidemment pénibles. Et après cette semaine, en gros, hein, tout ça c'est pas calibré, mais on constate qu'en gros ça dure une semaine. Les services de l'immigration, par bus, acheminent les personnes au foyer de cette ONG catholique, et qui doit donc trouver dans l'urgence les moyens de, ce jour-là par exemple, de loger 850 personnes. Et la volontaire avec qui j'ai cet entretien, elle s'occupe des chambres louées dans un hôtel dont il ne faut pas donner l'adresse de peur que des sympathisants du président viennent manifester. Et c'est à elle de gérer l'arrivée de ces migrants, et elle me propose, dans la foulée de l'interview, d'aller avec elle dans cet hôtel dans la banlieue d'El Paso, et d'attendre l'arrivée de migrants, de demandeurs d'asile, dans des bus acheminés par les services de l'immigration. Sachant que dans l'hôtel, il y a encore des migrants arrivés la veille, mais dans cet hôtel, les gens sont en transit, c'est-à-dire que, en général, ils ont des gens, des proches, un peu partout aux États-Unis, et qu'ils s'empressent d'aller rejoindre dès qu'ils ont quitté les centres de rétention des services de l'immigration. Et donc moi, je passe du temps à discuter avec ces familles, c'est essentiellement des familles qui sont sur le point de partir. Je discute avec les volontaires, y compris des gens d'ailleurs qui ne sont pas d'El Paso, des volontaires qui viennent passer 3 mois, 4 mois à El Paso pour aider cette ONG. Donc dans un contexte compliqué comme est le contexte politique actuellement aux États-Unis. C'est des choix qui sont très forts et venant de gens qui en général n'ont pas de relation personnelle avec le Mexique ou ni même avec l'Espagnol. Et puis à un moment, on me dit le bus arrive. Et effectivement, un bus un peu anonyme débarque, mais sachant que c'était effectivement un bus des services de l'immigration. Et descendent donc les uns après les autres, des enfants, des hommes, des femmes, un peu hagards, parce qu'ils ont passé encore une fois une semaine dans ce qu'ils appellent le frigo, tellement les centres de détention sont froids à cause de la climatisation maximale. Ils sont détenus dans des cellules qui sont pas prévues pour les familles, donc c'est des situations très compliquées. Ils descendent hagards du bus, ils savent pas trop où ils sont. Et ce qu'on remarque tout de suite quand on les voit sortir, c'est
Encore une fois, ils sont pas criminels, ils ont pas violé la loi. Ils arrivent, ils demandent l'asile. C'est une procédure tout à fait légale. Mais ce qu'on remarque quand on voit les adultes, mais les enfants aussi, mais les adultes principalement, c'est qu'ils n'ont plus de lacets aux chaussures. C'est comme dans les prisons, on leur a enlevé les lacets. On leur a pas rendu, donc ils débarquent tous avec les chaussures ouvertes. Et une majorité d'hommes, quelques femmes aussi, ont des bracelets électroniques à la cheville. Et on leur donnait un petit sac dans lequel se trouvent les batteries de ces bracelets électroniques, sachant que si le bracelet se décharge, c'est leur responsabilité, ils deviennent recherchés, criminels. Et donc, dans cet hôtel, au milieu des quelques clients normaux, puisque c'est un hôtel où l'ONG doit louer des chambres faute de logement propre, débarquent des familles un peu perdues, ne sachant pas si les gens qui les accueillent, les volontaires, sont plutôt des gens qui leur veulent du bien ou pas. Et puis les choses assez vite se décantent parce que le système est bien rodé, l'ONG a un discours, elle sait faire maintenant, donc elle a un discours de bienvenue assez rodé, avec des détails pratiques, concrets sur oui, on peut boire l'eau des robinets, oui, il y a à manger. Effectivement, ça commence par la distribution de nourriture. Et donc de voir ces familles arriver avec à la fois le côté la difficulté du voyage qu'ils ont accompli, plus la détention, et l'arrivée avec une moitié incertitude, moitié soulagement, et puis de l'espoir aussi, puisque c'est quand même c'est pour eux, c'est une vie nouvelle qui s'ouvre. Elle sera pas facile, elle sera compliquée, mais c'est la vie nouvelle à laquelle ils aspirent depuis qu'ils ont quitté leur pays, essentiellement Salvador, Guatemala, Honduras. Et donc ça, c'est un moment très fort, y compris pour les volontaires qui vivent ça pourtant depuis, pour certains, 2-3 mois, mais qui ont toujours relativement submergés par l'émotion en voyant ces familles à la garde et qui passer un peu les premiers moments d'hésitation, comprennent que oui, cette fois-ci, les gens qui sont là sont des gens qui leur veulent du bien, veulent les aider, d'abord dans un premier temps en les nourrissant, et puis ensuite en les aidant à joindre la famille qui vit aux États-Unis, pour trouver des moyens de transport pour les rejoindre. Et donc quand je quitte l'hôtel, c'est avec ce sentiment mitigé à la fois, sentiment d'injustice, notamment avec ces images de lacets absents, surtout de bracelets électroniques aux chevilles, traitement réservé à des criminels ou à des personnes ayant des choses graves à se reprocher, mais en même temps avec ce sentiment que c'est une nouvelle vie qui commence, celle pour laquelle ils ont fait tous ces efforts. Bon, faut aussi que je me dépêche parce qu'il y a le match de foot qui commence. Et le match de foot me déçoit pas, hormis le niveau du jeu. Mais c'était vraiment ce que j'attendais là aussi, c'est-à-dire qu'on est sur un terrain de baseball. Donc, terrain de baseball, c'est en forme de losange, pas tout à fait pratique pour un match de foot. Les tribunes sont de travers aussi par rapport au terrain qui est un rectangulaire au foot, donc c'est un peu compliqué. Mais c'est le foot de la frontière, c'est-à-dire que c'est les insultes comme les encouragements du public sont en espagnol. À la mi-temps, on mange des pop-corn, mais aussi on mange des tacos. Donc la journée se termine sur un moment de convivialité tout à fait Tex-Mex et qui boucle une journée que moi j'estime parfaite en tant que journaliste. Les articles de Gilles Biassette à la frontière du Mexique et des États-Unis sont à retrouver sur le site et l'appli La Croix. Le lien est dans le texte de description qui accompagne ce podcast. L'envers du récit est une série originale du quotidien La Croix. Chaque mercredi, un nouvel épisode est à écouter sur toutes les plateformes de podcast. En tant qu'abonné La Croix, vous pouvez écouter dès maintenant et sans attendre tous les épisodes de la saison 2 sur l'application et le site La Croix. Vous retrouverez aussi ceux de la saison 1.